Bon, nous allons reprendre avec un topo maintenant sur la radiothérapie avec le docteur Jean-Michel Van Hetzel et tout à l'heure le docteur Marc Bollé. Je vais appeler les modérateurs de cette session qui sont le docteur Perrault de Jotan et le docteur Sarfati qui sont tous les deux chirurgiens plasticiens. Merci de me rejoindre. Voilà, et tout de suite la parole à Jean-Michel Van Hetzel pour nous parler des avancées de la radiothérapie ces 10 dernières années. Merci Brigitte. C'est vrai que la radiothérapie, comme le reste, a énormément bougé toutes ces dernières années. J'ai essayé de vous le faire percevoir. Je pense quand j'étais interne au début de mon activité en radiothérapie, si j'avais été téléporté de l'hôpital Saint-Louis où je travaillais, à aujourd'hui Hartmann, je ne suis pas sûr que j'y arriverai quand même. Je pense que je serais paumé pendant un certain temps pour arriver à assimiler tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années pour une amélioration honnêtement considérable de ce qu'on fait. Donc je vais vous parler de ça et Marc ensuite vous parlera de notre bijou qui est le CyberKnife. Hein. Alors, quand on parle cancer du sein et radiothérapie, on parle rechute locale. Donc là, on va quitter les domaines de traitements généraux et on va rentrer sur les domaines du traitement local, un peu en complément à ce que vous avez entendu sur la chirurgie, pour essayer d'éviter les récidives locales. Donc le sein, c'est à la fois la glande mammaire, où il peut y avoir des récidives, et c'est également les aires ganglionnaires, et il y en a pas mal autour du sein, en axillaire, sous-claviculaire et à l'intérieur, dans le sein lui-même. Et toute tumeur du sein, même très bien enlevée, comme l'a dit Éric Seban, largement, est capable de donner une rechute locale, que ce soit dans la glande ou dans les ganglions. Et donc le boulot de la radiothérapie, c'est d'essayer d'empêcher ça. En effet, quand on regarde des grands essais suivis avec plus de 10 ans de recul et qu'on sélectionne que les malades qui ont été traités et vont rechuter, on s'aperçoit que les rechutes locaux-régionales, comme vous voyez, font à peu près un quart de l'ensemble des récidives. Donc quelque chose de très important. Il n'y a pas que les récidives à distance métastatique, dont vous a parlé Éric Charles et Anatole. Il y a aussi donc les récidives locales qui sont très significatives. Et ces récidives locales, à ce moment-là, réouvrent la porte sur la non-guérison et finalement le décès. Et globalement, il faut voir les choses plus en détail que ça, mais globalement, une récidive locale sur 4 mourra de son cancer. Donc la prévention de la récidive locale, c'est bien sûr un enjeu local, éventuellement pour la conservation du sein. On a parlé tout à l'heure des reprises chirurgicales, mais c'est aussi un enjeu de vie, de survie, dans certains cas. Donc, lorsque la chirurgie est conservatrice, comme vous l'a dit Éric Seban, on n'enlève que la tumeur, on fait un geste ganglionnaire, et on est sur un schéma de radiothérapie qui, jusqu'à aujourd'hui, et qui est encore dans beaucoup de pays celui-là, un schéma de radiothérapie, en gros, de 7 semaines, où on demande aux patients de venir 4 ou 5 fois par semaine pour une séance de radiothérapie d'une dizaine de minutes. Ça, c'est le schéma classique, et ce schéma est un très bon schéma, c'est-à-dire que si l'on garde les patientes qui ont une chirurgie conservatrice sans envahissement des ganglions, on s'aperçoit que grâce à la radiothérapie, elle diminue de façon très significative le risque de récidive, ce qui a des conséquences en taux de guérison, de survie. Si on s'adresse toujours au traitement conservateur, on n'enlève que la tumeur, on garde le sein, chez des malades qui ont un envahissement des ganglions, alors que celle-là n'en avait pas, à ce moment-là, l'impact de la radiothérapie est encore plus significatif, encore plus fort, et l'impact en survie est aussi encore plus fort. Donc, indiscutablement, ça marche. Les récidives, quand on fait une chirurgie conservatrice, qu'on conserve le sein, les récidives sont très majoritairement très proches de la tumeur. Même quand le chirurgien a bien enlevé la tumeur de façon saine, sur ce grand papier italien très connu, dans 67 récidives dans le sein, il y en avait 58, pas toutes, mais une partie importante, qui sont juste à côté de l'endroit où était la première tumeur. Ce pourquoi on a préconisé de faire une irradiation non seulement de tout le sein pour empêcher la récidive, mais avec un complément dans la zone de la tumeur. C'est ce qu'on appelle le boost, et faire le boost augmente le taux de guérison.
Les récidives les plus embêtantes sont celles après mammectomie, et c'est surtout celles-là qui engagent les mortalités. Vous voyez là, dans ces séries, les récidives après mammectomie, on va conserver le sein, sont plus difficiles à rattraper et sont plus souvent, finalement, cause de généralisation et d'une mortalité. C'est pourquoi donc, on est amené à éventuellement faire des rayons après mammectomie pour éviter cette récidive locale que je viens de vous montrer. Et là aussi, c'est surtout lorsqu'il y a des ganglions que le gain en rémission et donc le gain en survie est significatif. Donc on peut faire de la radiothérapie en post-opératoire après avoir conservé le sein, tumorectomie, ou parfois, dans certains cas, après avoir fait une mammectomie. Ça peut être utile, ça peut être nécessaire. Sur un schéma, cette fois-ci, en 5 semaines. Donc la radiothérapie pour des patientes qui ont une mammectomie sans envahissement des ganglions, le gain est modéré, sauf dans certains cas où on la préconise quand même. Par contre, les patientes avec envahissement ganglionnaire, le gain, 23%, passe à 6% de récidive, que ce soit après mastectomie ou après chirurgie conservatrice. On était sur différents schémas. Ça, c'est le schéma classique donc des 7 semaines dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vous faites la radiothérapie sur l'ensemble du sein, plus ou moins les ganglions, et le complément dans la zone de la tumeur, on aboutissait à un traitement à 7 semaines. Ce traitement à 7 semaines est maintenant pratiquement pour toutes les femmes pour avoir le même résultat ramené à un traitement en 1 mois par un schéma qu'on appelle hypofractionné. Donc l'idée, c'est de faire des séances un petit peu plus grosses pour aller plus vite dans la radiothérapie. Je ne vais pas développer ici les traitements locaux ou les traitements péropératoires, qui peut-être demain seront des traitements qu'on fera communément intéressants. Pour le moment, on n'est ni très engagé là-dedans à Hartmann, et on n'a pas non plus complètement la certitude d'avoir le recul suffisant pour aller sur ces traitements locaux, notamment les péropératoires. Donc les schémas d'hypofractionnement, donc pour accélérer la radiothérapie, c'est ce schéma-là, ces schémas-là, notamment le schéma canadien, le schéma START-B, où à l'irradiation du sein, donc on va rajouter le boost ici, on va donc avoir un traitement qui s'étale sur 1 mois. Ancien schéma, nouveau schéma. Donc la plupart des radiothérapeutes, nous en tous les cas, Hartmann, on l'a adopté quasi unanimement pour une irradiation qui ne fait plus 2 mois, mais qui fait 1 mois. Et l'ASTRO, la Société américaine de radiothérapie, a validé cet hypofractionnement accéléré en 2018 récemment. Alors la tolérance et les séquelles de la radiothérapie. On a tous un peu en arrière-pensée ce truc-là, c'est Épinal dont vous aviez entendu parler. Donc ça, Épinal, bien sûr, jamais plus. Jamais plus. On a mis en place en sécurité Hartmann des procédures inouïes pour empêcher le moindre incident grave. Et touchons du bois, Marc. Ça marche. On y arrive, mais c'est vrai que pour vous faire une idée, le centre d'Hartmann, c'est aujourd'hui quasiment 4000 malades par an irradiés, et c'est comme les avions. Vous en faites décoller 10, 100, 1000, 2000, 5000, 10 000, et de temps en temps, il y en a un qui tombe. Alors vous dites, c'est une catastrophe, c'est que 1 pour 10 000. Mais même celui-là, bien sûr, c'est totalement inacceptable. Donc la difficulté dans l'affaire, c'est les procédures qui ont l'air stéréotypées, qui ont l'air mécanisés, que les gens connaissent parfaitement bien, qui font toute la journée, sauf que tout d'un coup, on irradie le sein droit à la place du sein gauche. Ça paraît incroyable. Eh ben, c'est publié dans la presse, c'est encore ces derniers mois. Oui. Ou le côté droit de la... Bon. Et donc ça c'est aujourd'hui un côté de la radiothérapie qui est bien de plus en plus calé. Pour le déroulement de la radiothérapie, celles qui ont passé entre nos mains connaissent. Donc on commence par un scanner de dosimétrie, c'est-à-dire que la radiothérapie est calculée sur le scanner de la personne de façon personnalisée, ce qui permet d'établir une dosimétrie. Et ensuite, on met en place la personne sous la machine pour s'assurer que c'est parfaitement correspondant à la dosimétrie sur le scanner. Et à ce moment-là, donc, le traitement commence après ces 2 séances de dosimétrie. Position de traitement, donc on va irradier la totalité du sein, en général par 2 faisceaux tangentiels.
et un complément sur la zone de l'opération. On figure tout ça par des dessins, ça évite de faire des tatouages, parce que les dessins, ça s'en va, les tatouages, ça s'en va pas. Voilà, faisceau tangentiel, ça donne ça en termes de dosimétrie, ça donne ça dans la réalité. Et en fait, maintenant, les centres de radiothérapie, c'est devenu de l'informatique. À la limite, on n'a plus besoin de voir les malades, il faut garder que les ordinateurs. Avec ça, la vie est belle. Donc, on commence par le scanner de dosimétrie. Voilà, ça, c'est le scanner de dosimétrie. Donc, c'est un scanner banal et une patiente en position de traitement avec un appui-bras. Ça, c'est une machine de traitement, un Oclinac, et avec une contention très réglée, très positionnée. Donc, on fait attention à tous les moindres détails de positionnement pour avoir toujours strictement la même position. Sur le scanner, on définit les organes dits à risque, par exemple le cœur, l'œsophage, la moelle épinière, le poumon. On définit la place où était la tumeur, ce fameux lit tumoral, où on fera le petit complément de radiothérapie pour éviter la récidive, au cas où il y aura un petit truc autour. Ici, vous voyez, le chirurgien a très justement mis un clip qu'on arrive à repérer pour voir où est la lésion, où était la lésion. Et ça aboutit donc à une dosimétrie pour prendre l'endroit de lit tumoral, le sein, et ne pas irradier. Donc une radiothérapie la plus précise possible et la plus sûre possible. Et ça donne en reconstitution informatique un champ, le sein, le lit tumoral, et ici une irradiation de certaines aires ganglionnaires. Et des courbes isodoses, où là, ça c'est ce qu'on veut faire, et ça c'est ce qu'on veut éviter. Vous voyez qu'il n'y a pas photo entre ce qu'on veut éviter, les doses reçues aux organes sains et les organes qu'on veut traiter. Et nos machines, les rayons, ça sort par là. Et maintenant, nos machines ont des collimateurs avec des lames, ce qui permet de faire varier la forme du rayonnement. Et donc, on a accumulé des complexités à base d'informatique pour arriver à faire de plus en plus ce qu'on veut en termes de volume irradié. Et donc, on peut arriver à ne pas irradier derrière et irradier préférentiellement certaines régions et pas d'autres. Donc, avec des volumes d'irradiation qui peuvent être de plus en plus compliqués grâce à ces procédures informatiques de plus en plus fiables et compliquées. Mais la radiothérapie, on a appris qu'il y a l'instant de la séance, des phénomènes immédiats au niveau des cellules, radicaux libres, des réactions biochimiques, dans les minutes qui suivent des réparations cellulaires, dans les jours qui suivent la mort cellulaire, et ensuite dans les mois et dans les années qui suivent, il y a aussi d'autres conséquences. C'est-à-dire l'histoire d'un tissu irradié, c'est une très longue histoire, et c'est même une histoire qui dure toute la vie. Et ça a des conséquences importantes à plein de niveaux. Alors ça c'est une patiente que j'avais irradiée au cobalt il y a très longtemps. Je ne vais pas vous dire combien, je ne vous le dire pas, mais il y a très très longtemps. Et donc vous voyez que voilà, on était sur des résultats comme ça s'appelle des télangiectasies. Vous voyez l'aspect scléreux de la chaîne d'irradiation des ganglions du milieu, vous voyez un sein qui est rétracté, qui est assez cartonné. On avait fréquemment, quand j'ai commencé la radiothérapie, des résultats comme ça, et on estimait que c'était comme ça, quoi. Alors j'en ai d'autres à vous proposer. Celle-là, c'est le même topo, à peu près, un espèce de sein rétracté, vous voyez, qui est luisant. Elle a le total parce qu'elle a en plus gagné un gros bras. Alors le résultat esthétique est en partie mauvais chirurgicalement, comme dirait Xeban. La radiothérapie a rajouté un coup. La malade va toujours très bien pour un cancer qui était très grave, très évolué, plein de ganglions envahis. Elle est très contente, mais chaque année, quand je la vois en consultation, je me dis, mais elle est très contente. Mais aujourd'hui, on a envie de faire ça. Hein, vous êtes d'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'autre version. Donc la question, c'est de quel côté on l'a irradié. Celui qui trouve gagne un bisou de Brigitte Vanny Cohen. Alors, la réponse, c'est les deux côtés. Donc, personne n'a trouvé. Non, je vous jure, hein, c'est les deux côtés. Elle, c'était à droite. Donc, une des rares séquelles, dans les meilleurs cas de la radiothérapie, c'est le petit pâlissement du mamelon. Hein. Les cicatrices ou les régions pigmentées peuvent pâlir un peu avec les rayons. Ce qui fait parfois que les chirurgiens sont très contents en disant « mes cicatrices, on ne les voit pas forcément, on les a irradiées ». Il ne faut pas leur dire, hein, mais... donc la radiothérapie, ça peut donner comme ça ce petit aspect-là. Voilà. Bon, là, c'est côté droit. Voilà, alors la tolérance court terme, les malades que je viens de vous montrer, les 3 malades que je viens de vous montrer, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans après la radiothérapie.
Ça, c'est juste à la fin de la radiothérapie. Donc la malade, elle a des dessins, elle a ses plastiques qui couvrent les dessins pour les protéger. Elle est à la fin de la radiothérapie, juste à la fin. Donc elle a ce qu'on appelle une radioépithélite, ce que vous appelez, vous, un coup de soleil. Voilà. Donc déjà, ça, c'est le coup de soleil. Pas mal. Pas mal. C'est souvent beaucoup moins que ça. D'accord ? Alors, celles qui me disent elle a dû avoir à faire un magnétiseur. Bon. Ça, quand on dit les grandes brûlures, je vous dis ça pour vous dire, voilà, ça, c'est une réaction inflammatoire déjà assez significative quand même. Hein, c'est souvent moins que ça, juste à la fin de la radiothérapie. Un peu plus tard, le sein, la réaction inflammatoire s'atténue et c'est surtout le complément tumoral qu'on continue à voir. Là, à peine. Voilà, puis là, je voulais sortir des jeunes femmes avec des seins magnifiques pour présenter des femmes plus mûres, on va dire. Et pas tomber dans la banalité. Voilà, c'était sein droit, il est un peu plus clair que le gauche. Voilà. Mais qu'on a quand même quotidiennement ces résultats-là. Ces photos-là, je les ai prises ces jours-ci en consultation de surveillance. Là, je crois que c'est le sein droit aussi. Elles ont leur âge, mais on ne peut pas dire que la radiothérapie est donnée. On ne peut pas dire « Waouh, vous avez fait des rayons, c'est brûlé, c'est machin ». Non. Et très fréquemment, on a ça comme résultat aujourd'hui. Alors, on a ça parce qu'elles ont été bien opérées, comme l'a dit Eric. Hein, c'est vrai que quand on a une mauvaise intervention chirurgicale, qu'on rajoute la radiothérapie, ça aggrave les choses. Mais on retombe sur le problème de la chaîne de compétences, quand successivement chacun fait au mieux. Souvent, en général, on a des résultats de ce type pour des chirurgies de conservation mammaire. Hein. Jean-Michel, nous sommes un petit peu en retard. Aucun problème. La tolérance, elle est moins bonne, notamment, je vous signale, chez les femmes diabétiques, les femmes fumeuses, les femmes ayant une surcharge pondérale, ça dégrade la qualité de la tolérance. Ça, c'est le tabagisme. Vous voyez, un fort tabagisme, ça vous donne des télangiectasies dans le complément tumoral, qui est gérable par du laser. Mais voilà, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Dans l'avenir, on traitera plus de femmes probablement âgées, avec plus de chirurgie conservatrice et moins de traitements médico-agressifs, peut-être des traitements locaux. Ça, c'est notre pote Henri Hartmann, voilà, qui était un grand chirurgien cancérologue. Installation Hartmann de premier cobalt en 1955. Pas mal, hein? Ouais. Pas mal. Voilà, donc la radiothérapie, elle a bien démontré son intérêt, elle est de plus en plus précise, elle est de plus en plus sécurisée, donc il faut que les femmes y aillent sereinement. Elle est aujourd'hui complètement verrouillée sur le plan sécurité, elle donne moins de complications, elle est quand même beaucoup mieux tolérée, même dans la technique hypofractionnée accélérée. Et les progrès, ça sera sûrement de la personnaliser davantage en fonction des critères cliniques, ce qu'on essaie de faire, et des critères biologiques qui vous ont été avancés précédemment. Et ça, il y a encore du boulot à faire et des progrès à faire. Donc, on reviendra les années prochaines, ma chère Brigitte. Marc. Merci. La parole est au docteur Marc Bollet, radiothérapeute. Bonjour à tous. Donc, après avoir parlé du traitement loco-régional, je vais vous parler un instant de la situation métastatique. Et souvent, quand on parle d'un cancer métastatique, on a une vision qui est assez binaire. On se dit, eh bien, lorsque en blanc ici, la maladie n'a pas diffusé... Ah oui, ça ne fonctionne pas. Lorsque la maladie en blanc ici est restée à un stade local, eh bien, avant tout, c'est le traitement local ou loco-régional, comme disait Jean-Michel, qui doit être instauré. Alors que lorsque la maladie a montré qu'elle avait essaimé en dehors de l'organe primitif et donc est devenue métastatique, eh bien, avant tout, c'est un traitement général, un traitement systémique dont vous ont parlé Anatole et Éric Charles. En fait, la vision peut être un peu moins contrastée et, eh bien, comme vous l'avez vu, dans le traitement d'un cancer localisé, où il n'y a pas de signe d'extension à distance, comme c'est le cas pour le cancer du sein, eh bien, malgré tout, on peut être amené à prescrire des traitements systémiques pour éviter, ou d'une certaine façon, pour éradiquer les éventuelles cellules cancéreuses qui pourraient être allées se loger ailleurs au niveau du corps. Et bien, de la même façon, il y a un îlot blanc dans cet océan noir qui est le traitement local d'un cancer qui a déjà diffusé en dehors de son organe primitif.
Et c'est ce dont on va parler. Alors, il faut bien avoir à l'esprit, là c'était en 2001 et c'est encore plus le cas actuellement, que quand on se promène dans la rue, ou même quand on regarde dans cette salle, mais là il y a un petit biais de recrutement dans cette salle, mais quand on se promène dans la rue et qu'on va chez son boulanger, eh bien la personne qui est devant nous dans la file d'attente ou derrière nous dans la file d'attente a pu être concernée par un cancer. Ça concerne un très grand nombre d'entre nous. En 2001, il disait un Américain sur 30. Une deuxième est que ce taux avait augmenté, avait été multiplié par 3 en 30 ans. Une autre chose qui est assez importante dans cette vision de la maladie métastatique en 2019, c'est que les progrès de l'imagerie sont tels, et notamment par exemple par le PET scanner, que pour trouver Charlie sur cette plage bondée, eh ben, c'est beaucoup plus facile parce que ce n'est pas que des informations morphologiques sur ce à quoi ressemble Charlie qui nous permettront de l'identifier, mais c'est tout simplement parce qu'il va s'illuminer. Il va y avoir comme il va sortir comme le nez au milieu du visage. Et cette nouveauté dans la prise en charge diagnostique ou de surveillance du cancer font qu'on est confronté à une situation qu'on appelle oligométastatique. Ça veut dire un cancer certes métastatique, mais qui, pour l'instant, ne concerne que quelques rares oligocytes métastatiques. Et à ce moment-là, eh bien, comme on l'a vu en préambule, il y a la possibilité de faire des traitements locaux. Alors, traitements locaux, ça peut être une chirurgie, enlever cette métastase, ça peut être une radiofréquence, aller brûler d'une certaine façon, ça peut être emboliser, empêcher la vascularisation spécifiquement de là où s'est développée cette métastase. Et puis, c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, ça peut être une radiothérapie stéréotaxique. Stéréotaxique, ça veut dire grande précision pour venir... Alors les termes américains ou anglo-saxons, c'est une visée ablative, mais en fait, c'est éradiquer cette lésion. Et l'ambition que peut avoir ce traitement, ça peut être de contrôler des symptômes, par exemple une métastase qui est juste à côté de la corde, de la moelle épinière, qui risquerait de comprimer cette moelle épinière. Ça peut être de retarder l'instauration ou le changement de ligne thérapeutique. Comme vous le disiez très bien, Anatole, il faut imaginer qu'on est comme des joueurs avec des cartes dans notre manche et que si on peut faire durer plus longtemps notre jeu avec la même carte, il y a un bénéfice. Ça peut être également, et on peut l'espérer, en certains cas, on a l'impression de l'avoir démontré, d'obtenir la guérison parce que, en fait, les quelques sites métastatiques n'ont pas été la partie émergée de l'iceberg, sous-entendu, il y avait beaucoup d'autres sites qui n'étaient pas encore visibles, mais par chance, ont été les seuls endroits où, pour l'instant, le cancer était venu se ficher, entre guillemets. Et c'est surtout le cas lorsque les métastases sont découvertes très longtemps après le diagnostic du traitement initial. Cette radiothérapie a pour particularité d'être non invasive par rapport à une chirurgie qui, elle, l'est, d'avoir peu de séances, parce qu'on délivre de très fortes doses à chaque séance de traitement, et d'avoir encore une fois cette visée, cette ambition ablative en très mauvais français. Alors, on en parle de plus en plus dans la littérature, mais en fait, elle vient de cet homme qui s'appelle Leksell, qui est un neurochirurgien suédois, qui a développé une radiothérapie de très haute précision en Suède en faisant en sorte de visser dans le crâne des patients des vis pour pouvoir mettre en place un cadre. Et ce cadre avait des tiges métalliques qui permettaient d'avoir une information à un très haut niveau de précision, inframillimétrique, dans les 3 plans de l'espace, puisque non seulement on avait l'information sur un axe qu'on appelle axial, mais on avait également une information sur l'axe crânio-caudal, c'est-à-dire tête-pied, parce que la tige métallique nous donnait, en fonction de l'espacement entre un axe vertical, la notion de hauteur.
Et puis, bien sûr, il y a eu des progrès très importants et différents plateaux techniques ont pu être développés. Nous, on utilise le CyberKnife qui a plus de 20 ans, mais qui a connu, lui, des progrès très significatifs. Et Jean-Michel le disait, grâce à l'informatique en particulier, grâce à des développements de plus en plus petits et qui permettent de traiter des lésions au niveau de la rétine, des lésions à l'intérieur même de la moelle épinière ou bien sûr au niveau de l'encéphale. Donc cette radiothérapie qui s'appelle le Cyber ou CyberKnife et un peu, je ne sais pas si vous avez entendu le Gamma Knife qui est à la Pitié, qui est à Marseille, qui est à Lille. Seulement, ça s'affranchit de la nécessité d'implanter le cadre, donc de visser ce cadre au niveau de la voûte crânienne. Et donc, ça s'affranchit également de ses limitations. Et donc, ça peut traiter des localisations métastatiques, où qu'elles soient, dans le corps, et pas seulement au niveau de la tête. Et puis, par exemple, au niveau des poumons, quand on vise un organe qui, entre guillemets, bouge, avec la ventilation, le fait d'inspirer, d'expirer, la lésion va avoir un parcours géographique, eh bien, il y a la possibilité soit de faire en sorte qu'elle soit visible, parce qu'il y a ce qu'on appelle un rapport signal sur bruit qui est important. Là, le blanc, il est très contrasté avec le noir, donc la machine va pouvoir le voir. Mais si elle n'est pas spontanément visible, on peut demander à un collègue radiologue interventionnel d'aller mettre un marqueur métallique, souvent c'est de l'or, au niveau de cette lésion pour en assurer le suivi en temps réel. Et donc le tracking de cette lésion, et on a vraiment l'impression que la machine respire en même temps que le patient. Soit on va se dire, eh bien, on va regarder au cours d'un scanner en 4 dimensions quel est le parcours de la lésion, et on va prendre toute la zone qui est concernée par le parcours de la lésion. Alors, en conclusion, de façon assez rapide, c'est un traitement qui est innovant. Donc, on n'avait pas, il y a 10 ans, pour reprendre le sujet de cet après-midi, qui nécessite une grande sélection des patients. Toujours, on insiste sur l'aspect prise en charge d'équipe, multidisciplinarité, parce que bien sûr, on ne va pas décider seul dans notre coin de traiter par radiothérapie stéréotaxique. Il faut que ça s'inscrive dans une stratégie beaucoup plus globale. Retenez ce terme de traitement à visée d'éradication, ablatif pour les anglo-saxons, non invasif, sauf à mettre ce marqueur, ce grain d'or qu'on met au niveau de la lésion. La difficulté pour nos collègues radiologues, c'est ensuite la surveillance ultérieure. Donc une fois qu'on a fait ce traitement, il y a toute une évolution en termes d'inflammation qui est parfois difficile à distinguer d'une poursuite évolutive du cancer lui-même. Donc la multidisciplinarité, elle s'inscrit également dans le temps au moment de la surveillance et d'un discours qui doit être pas trop inquiétant parce qu'ensuite on se rendra compte que ce n'est qu'une évolution liée à l'inflammation. Et puis il y a un dernier point sur lequel je veux insister un tout petit peu, c'est que ces nouvelles techniques, ces techniques innovantes, ont besoin d'être validées. Et cette validation, elle passe par vous, elle passe par le fait d'accepter d'intégrer des programmes de recherche, de participer à la recherche clinique. C'est une démarche qui est active, c'est une démarche qui est volontaire. Et c'est cette démarche qui nous permet de connaître tous ces progrès fantastiques que la cancérologie, particulièrement du cancer du sein, a connus au cours de ces 10 dernières années. Merci. Merci. Je vous propose donc de prendre des questions. Et pour le docteur Van Hetzel et pour le docteur Marc Bollé. Bonsoir. Après une mammectomie, je voudrais savoir quel est le délai d'attente pour effectuer après une radiothérapie, s'il vous plaît. Il n'y a pas de délai formel. En général, on essaye... Vous avez deux questions, excusez-moi. Il y a le... Au plus tôt, au plus tard. C'est peut-être ça votre question, je ne sais pas. Voilà. Au plus tôt, un mois après, on voit avec les chirurgiens la cicatrisation, quand on veut aller vite, on va dire un mois après. Hein. Après, il y a le délai au plus tard, qui est une question très importante, et pour lequel on a quelques idées. C'est-à-dire que
quand on commence une radiothérapie après une chirurgie, que ce soit une conservation mammaire ou une mammectomie, on essaye de ne pas la commencer trop tard, d'une manière. Alors c'est un peu comme le feu du canon, ça prend un certain temps, trop tard, ça va très. On ne peut pas être très précis parce qu'il n'y a pas eu d'essai comparatif. On marche que sur des essais comparatifs dans toutes ces histoires-là. Donc on n'a pas tiré au sort des malades. On va vous irradier dans 1 an, on va vous irradier dans 6 mois, dans 4 mois. Ah tiens, quand on vous irradie dans 1 an, vous mourrez davantage. Cet essai, on ne l'a pas fait et ce n'est pas sûr qu'on le fera. Voilà. Donc l'ordre d'idée, en gros, c'est à peu près 3 mois, le délai maxi, en gros. Notamment avec une nuance, c'est quand la patiente a des facteurs pronostiques un peu péjoratifs, une tumeur un peu agressive, enfin, je vous la fais courte, on essaie d'anticiper le plus possible. Et là, c'est démontré qu'il faut essayer de ne pas laisser trop de temps. Mais il faut voir le dossier complètement à plat, quoi. Quand il y a des critères comme la triple négativité, on préfère plutôt raccourcir que dire partez en vacances, saluez dans 3 mois. C'est vrai, vous avez raison. Il faut bloquer avec les périodes de vacances. En France, c'est parfois un peu compliqué. De temps en temps, il faut être un peu autoritaire avec certaines patientes qui veulent commencer après les vacances. Surtout quand la radiothérapie bloque 1 mois, par exemple. Bah, vous êtes docile, vous avez l'air. Ouais. Alors, une autre question. J'aimerais savoir si vous êtes souvent confronté à des patientes qui n'ont pas la possibilité de prendre la position nécessaire pour les traitements, donc avec le bras au-dessus de la tête, avec des pertes d'amplitude articulaire au niveau de l'épaule, ce qui peut amener à différer en fait le commencement du traitement. Parce qu'en fait, on est plusieurs kinésithérapeutes à constater ça et on est souvent très ennuyés puisqu'on nous envoie les patients un peu tardivement lorsqu'elles souhaitent commencer ou on leur demande de commencer la radiothérapie et qu'elles ne sont pas en mesure de positionner leur épaule, leurs bras suffisamment haut pour pouvoir être confortables dans la machine. En fait, grâce aux nouvelles techniques de chirurgie axillaire, on est bien moins confronté à ces problèmes d'élimination de l'amplitude articulaire. C'était... quand j'ai commencé il y a presque 25 ans, c'était vraiment la norme de passer par un délai d'attente lié notamment à la récupération d'une bonne amplitude articulaire. C'est devenu beaucoup plus rare pour le ganglion sentinelle. Mais c'est vrai que c'est, je pense, intéressant une fois la cicatrisation acquise, de reprendre une activité normale, souvent aidée par la kinésithérapie. Et donc, oui, ça peut s'inscrire dans un programme de réhabilitation précoce. Oui. Oui, parce que souvent, en fait, les patientes n'ont pas cette information par sûrement crainte de désunion de la cicatrice ou autre. Elles ont tendance à garder vraiment le coude au corps. Et finalement, on se retrouve avec des pertes d'amplitude qu'on aurait pu tout à fait prévenir si simplement on leur avait peut-être un tout petit peu plus expliqué ou juste pris en charge suffisamment précocement. Dans le quotidien, on a quand même très peu de malades qui posent problème. Je vais vous dire, vous avez vu la séquence scanner de dosimétrie plus traitement. Il y a plus d'astreinte au moment du scanner de dosimétrie en termes de bras écartés parce qu'il faut que la patiente passe dans l'anneau. Que finalement, sous la machine, on peut arriver à se débrouiller avec un bras un peu moins surélevé. Bien sûr, il faut aussi d'avoir la même position au scanner de dosimétrie et en traitement. Et moi, j'ai vu ces jours-ci. Très honnêtement, peut-être c'est nos chirurgiens, nos kinés, enfin, je ne sais pas quel est votre... On a quand même... Ah, ça peut arriver, mais c'est très rare. Très rare. J'ai peut-être une petite question pour vous. Donc, en tant que chirurgien plasticien, on est parfois amené à lutter contre les effets de la radiothérapie. Et donc, c'est rare, bien sûr. C'est rare, mais ça arrive quand même. La question que je pose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on a des tests pour définir si telle ou telle patiente serait plus radiosensible qu'une autre et est-ce qu'il y a des moyens de prévention ? Alors là, c'est un cocorico. On a 2 équipes du sud de la France, une équipe lyonnaise et une équipe Montpellier-Rennes, qui sont un peu, et c'est bien d'ailleurs, ça fait partie de l'émulation, qui vraiment ont ce cheval de bataille de la prédiction de la tolérance de l'hôte, donc du patient lui-même, à la radiothérapie. Ce sont 2 tests différents. L'un, c'est une simple prise de sang, une sélection de
certains lymphocytes, puisqu'il faut que ce soit des cellules nucléées, et elles vont être irradiées, ces cellules, et en fonction de leur réaction à cette irradiation, on pourra corréler le risque de développer une toxicité à la radiothérapie. Et puis l'autre, c'est à partir d'un prélèvement de peau, c'est une biopsie, qui permet d'avoir cette information-là. Donc ça existe. Ça, c'est pour la patiente ou le patient qui n'a pas de facteurs familiaux particuliers. Parce que bien sûr, si on a la notion qu'il y a une association de certains cancers un peu inhabituels, sarcome, et bien à ce moment-là, on aura d'autres facteurs génétiques à l'esprit, comme le liphoménie, une mutation d'une protéine qui s'appelle le P53, qui, elle, rend très sensible la personne à la radiothérapie, qui peut même la contre-indiquer, ou alors il peut y avoir d'autres facteurs des gènes de la réparation de l'ADN qui sont altérés et qui nécessiteront à ce moment-là des tests spécifiques. Mais pour la personne tout venante, il y a ces 2 tests français dont on parle. C'est-à-dire que ce dépistage des personnes à très haut risque, comme l'a évoqué Marc, sont quand même très minoritaires. Et là-dessus, on fait quand même des progrès. Il y a les tests et on connaît certaines maladies. Et par contre, on sait beaucoup mieux les facteurs de risque généraux de la personne, comme le surpoids, comme la peau. Je vous rappelle que les personnes avec un teint hâlé sont plus sensibles aux rayons que les personnes à peau claire. Donc ça marche l'inverse des rayons. Le diabète, le tabac, les choses comme ça. Ça, si on connaît bien les facteurs d'hypersensibilité, c'est quand même une toute petite minorité de nos patientes, mais on connaît de mieux en mieux. Mais on n'a pas généralisé les tests aujourd'hui, pas du tout. C'est pas sur la voie de l'être. Hein. Une dernière question sur la radiothérapie ? Non, eh bien on va passer à la reconstruction. Merci beaucoup, docteur Marc Bolet. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Van Hetzel.